Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de cet événement et de cette conférence importante sur un thème qui, me semble-t-il, ne fait partie des plus importants à mes yeux, qui est le système éducatif en Afrique francophone entre héritage et réforme. Je remercie tout d'abord Monsieur Edmond Moukala d'être revenu sur les problèmes actuels auxquels font face les écoles en Afrique ou le système éducatif en Afrique francophone. Je le remercie aussi d'avoir parlé en quelque sorte de l'histoire. C'est sur ce point que j'aimerais axer mon intervention du jour, car quand on parle des systèmes éducatifs en Afrique francophone, on ne peut pas faire l'économie d'un saut dans l'histoire, car ce que nous appelons aujourd'hui système éducatif est en fait un héritage que nous tenons de la colonisation. J'aimerais avant tout vous demander de prendre avec beaucoup de recul ce que je vais dire et les citations que je vais donner d'entrée de jeu, car elles peuvent paraître très très violentes vu de notre 21e siècle. Donc quand je disais qu'il fallait remonter dans l'histoire, c'est bien parce que ce système éducatif dont il est question plonge ses racines dans une vision civilisationniste et assimilationniste du projet colonial français qui visait à gommer toutes les différences et à intégrer les peuples indigènes dans le moule de la République française. Une République française dont les valeurs sont perçues, ou étaient perçues en tout cas, comme universelles et ayant partout droit de cité. Il faut donc comprendre pourquoi le système éducatif dont nous parlons aujourd'hui a été apporté et imposé dans les colonies. C'était donc pour traduire cette vision universaliste de la France conquérante. Nous y reviendrons. Rappelons que les droits de l'homme, ce qu'on appelle les droits de l'homme, élaborés au cours du siècle des Lumières et trouvant leur pleine expression dans les principes de la Révolution française notamment, eh bien ces droits de l'homme ont été conçus dès le début comme universels, en théorie au moins. Et la France, dont le génie les avait promulgués, avait non seulement le droit, mais aussi le devoir de les répandre partout dans le monde. C'est ainsi que Jules Ferry disait, devant la Chambre des députés en 1884, je cite, « Il y a pour les races supérieures un droit parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. » Quant au gouverneur général Faidherbe, il déclarait, lors d'une remise de prix à l'école des otages à Saint-Louis du Sénégal en 1860, je cite, « L'heure de l'Afrique a sonné. La barbarie y est assaillie de toutes parts par la civilisation. Ne résistez pas au mouvement, acceptez donc le bien qu'on veut vous faire. » Fin de citation. Faidherbe demandait donc aux Africains d'accepter le bien que la France veut leur faire. Et ce bien que la France voulait faire à l'Afrique, c'est de lui apporter la civilisation universelle qu'elle porte. De quelle manière la France entendait-elle apporter cette civilisation? De deux manières. La première, c'était la force et la contrainte. Ce n'est pas l'objet de cette conférence, de cet exposé. Mais la deuxième manière, c'était l'éducation, ce qu'on appelle le système éducatif. Pour percevoir la place de l'éducation dans la stratégie de conquête coloniale de la France, je vous invite à lire un ouvrage intitulé « Une conquête morale, l'enseignement en AOF ». Il a été publié en 1917 et son auteur s'appelle Georges Hardy. Georges Hardy était un brillant inspecteur de l'enseignement qui a été recruté pour donc
théorisé pour ses idées d'abord et pour sa conception de ce que doit être le système éducatif dans les colonies, notamment en Afrique occidentale française. Georges Hardy considère que l'enseignement de l'histoire de l'Afrique doit contrecarrer l'histoire orale, qu'il qualifie de tendancieuse et trop souvent anti-française. La fonction de l'enseignement de l'histoire, dit Georges Hardy, doit être de transmettre la légitimité et la solidité de la domination française en Afrique. Cette phrase figure dans son ouvrage La conquête morale en page 185. Et Georges Hardy poursuit en disant que quand il s'agira d'aborder la France en tant que sujet de géographie, je cite, « Ce n'est pas la géographie de la France que nous proposons à notre auditoire. » L'auditoire, ici, ce sont les enfants des colonies. Il dit que ce n'est pas la géographie de la France que nous proposons à cet auditoire. C'est la puissance française étudiée d'un point de vue géographique. Nous sommes donc dans une configuration d'enseignement et dans des contenus complètement différents. Il n'est pas question d'enseigner la géographie de la France, mais la puissance française étudiée d'un point de vue géographique. C'est différent. L'auteur, Georges Hardy, donne une place donc centrale à l'enseignement dans l'œuvre de colonisation. Il s'agit pour lui d'une arme indispensable dans l'arsenal du colonisateur. Il le dira en ces termes, je cite, « Pour transformer les peuples primitifs de nos colonies, pour les rendre le plus possible dévoués à notre cause et utiles à nos entreprises, nous n'avons à notre disposition qu'un nombre très limité de moyens. Et le moyen le plus sûr, c'est de prendre l'indigène dès l'enfance, d'obtenir de lui qu'il nous fréquente assidûment et qu'il subisse nos habitudes intellectuelles et morales pendant plusieurs années de suite. En un mot, de lui ouvrir des écoles où son esprit se forme à nos intentions. » Fin de citation. Dans ce sillage, l'enseignement est conçu pour être solidaire de toutes les autres tendances de l'administration coloniale. L'enseignement servira ainsi à renforcer le pouvoir colonial. Dans son ouvrage « L'aventure ambiguë », Cheikh Hamidou Kane déclare que le véritable pouvoir du colonisateur résidait non point dans les canons du premier matin, mais dans ceux qui suivaient les canons. On voit donc bien que le système éducatif en Afrique francophone a été conçu pour renforcer la domination coloniale de la France, pour asseoir une administration capable de tenir les indigènes, entre guillemets, dans le moule des valeurs que la France voyait comme universelles. Et donc, c'est une dimension profondément idéologique qu'il faut percevoir dans cette manière de transmettre le savoir et de transmettre des valeurs à l'école. Après les indépendances, en 1960, pour la plupart des pays africains ont eu leur indépendance, les pays africains francophones en tout cas, ont eu leur indépendance dans les années 1960. Et donc, on a eu à faire face à deux défis majeurs. Le premier défi était d'élargir la fréquentation scolaire. Le deuxième défi était d'africaniser l'enseignement. Pourquoi élargir la fréquentation scolaire? Parce qu'il faut bien voir que le système éducatif dont nous parlons ne concernait pas tous les enfants des colonies. Il s'adressait à une minorité. Il s'adressait à certains enfants des colonies qu'il était censé former à l'administration du pays. On se rappelle l'école normale William Ponty, qui a été le lieu où pas mal de cadres africains qui ont administré
les pays après les indépendances ont été formés. Donc, le premier défi en 1960, ou alors après les indépendances, c'était d'élargir la fréquentation scolaire, d'accueillir plus d'enfants au niveau de ces systèmes scolaires qui étaient en réalité assez fermés et élitistes, car destinés à former des commis de l'administration française. Le deuxième défi était d'africaniser l'enseignement. Et africaniser l'enseignement, ce défi a été la source de pas mal de positionnements idéologiques. Car pour certains, africaniser l'enseignement, c'est enseigner dans la langue ou dans les langues des pays concernés, les langues maternelles, les langues du pays. Or, il a été très compliqué de mettre en place un tel dispositif dans la mesure où dans certains pays, les langues se comptent par dizaines. Donc ce défi n'a pas pu être relevé. Qu'on se comprenne bien, quand je parle d'africaniser l'enseignement, je ne parle pas d'un enseignement centré uniquement sur l'Afrique et sur ses problèmes, car il faut bien s'ouvrir au monde. Mais les premières années de l'enseignement doivent pouvoir être organisées autour des langues maternelles des enfants. Car il n'y a rien de plus déstabilisant pour un enfant que de parler une langue maternelle pendant 5 ou 6 ans, voire 7 ans, et de se voir imposer une langue étrangère dès son entrée à l'école. Donc africaniser l'enseignement, ou en tout cas prendre en compte les préoccupations du milieu, c'est d'abord commencer par parler aux enfants une langue qu'ils comprennent. Et parler aux enfants une langue qu'ils comprennent, c'est aussi éprouver leur intelligence, c'est tester leur intelligence, c'est donner libre cours à leur imagination et à leur intelligence. Or, leur parler une langue qu'ils ne comprennent pas, c'est en fait les braquer, c'est leur faire comprendre qu'en réalité, ils ne sont pas intelligents, alors qu'ils le sont. C'est parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'on leur dit. C'est donc dans ce sens qu'il faut comprendre le terme, la notion d'africanisation de l'enseignement. Monsieur Edmond Moukala, chef de l'unité Afrique du patrimoine mondial de l'UNESCO, qui m'a précédé à cette tribune, a expliqué à quel point le système éducatif en Afrique francophone est porteur d'un certain nombre de problèmes qu'il n'est pas nécessaire de rappeler. Juste pour dire que un de ces problèmes majeurs est le décalage des programmes avec les réalités du pays. Car l'éducation est définie comme la manière de donner à quelqu'un, spécialement à un enfant ou à un adolescent, tous les soins nécessaires à la formation et à l'épanouissement de sa personnalité. Quand on se fie à cette définition que nous tenons du CNRS, il apparaît clairement que l'éducation ne peut pas s'effectuer hors sol. L'éducation plonge ses racines dans un cadre social, dans un cadre politique, dans un cadre culturel bien défini, qu'il convient de prendre en compte dans la transmission des contenus. Sinon, ce qui arrive, et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que ce système éducatif n'atteigne pas finalement les objectifs, si tant est qu'il a des objectifs donc qui lui sont assignés. Et le système éducatif devra être considéré digne de ce nom, me semble-t-il. Un système éducatif digne de ce nom doit traduire les aspirations culturelles, sociales, économiques, politiques, voire spirituelles d'un pays donné. Or, il apparaît clairement que les objectifs qui étaient assignés à ce système éducatif étaient bien de former des auxiliaires de l'administration coloniale. Donc, il avait bien un objectif. Il est faux de penser que le système éducatif en Afrique francophone n'a pas d'objectif.
si il a un objectif. Sauf que l'objectif ou les objectifs qui lui avaient été assignés ne sont pas du tout les mêmes que les enjeux auxquels nous devons faire face aujourd'hui. Et à ce titre, il convient de réinventer un nouveau système en tirant parti, en tirant profit des forces du système actuel, mais en l'adaptant à nos réalités culturelles. Car il serait faux de penser que le système éducatif actuel n'a que des défauts. La première qualité que ce système a, c'est qu'elle nous montre à quel point il convient de théoriser, de se donner de la peine, de se donner du mal pour mettre en place un système. Car en creusant un peu et en faisant des recherches, on se rend compte que le système dont il est question aujourd'hui et que nous décrions a été mis en place suite à un long travail de théorisation, à un vaste travail de recherche au niveau des colonies. Il a donné lieu à une importante littérature. Donc cela montre bien que quand on se donne aussi nous-mêmes la peine de faire ce travail de recherche, de faire ce travail de conceptualisation, d'identification des objectifs, d'identification de nos forces et faiblesses, nous parviendrons à mettre en place un système éducatif qui sera en phase avec nos réalités. Si nous ne le faisons pas, nous serons toujours face à des problèmes qui sont d'ailleurs décrits dans une recherche, dans une étude réalisée par la Banque mondiale, et qui montre que, en fait, même si les pays de l'Afrique de l'Ouest, depuis 15 ans, ont réussi à étendre l'accès à l'école primaire, l'étude réalisée en 2014 montre que la plupart des enfants couverts par l'enquête en question, l'enquête réalisée par la Banque mondiale, n'acquièrent pas les compétences de base en lecture, écriture et calcul. Une situation qui compromet le renforcement du capital humain dans la région. L'enquête réalisée sous forme de tests administrés à des élèves de 2e et de 5e année dans plusieurs pays, je peux citer le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Niger, la République démocratique du Congo, le Sénégal, le Tchad et le Togo. L'enquête a été réalisée dans ces pays-là. Eh bien, l'échantillon comprenait pratiquement 40 000 élèves dans plus de 1800 écoles. Le tableau ainsi dressé de l'état actuel de l'enseignement primaire est particulièrement préoccupant. Il apparaît en effet que dans ces 10 pays, 71% des enfants en 2e année n'ont pas un niveau de français suffisant et sont incapables de comprendre une information claire donnée oralement ou le sens d'une série de mots écrits. Par ailleurs, 59% des élèves de 5e année sont très faibles en mathématiques pour pouvoir effectuer des opérations avec décimales ou identifier une formule mathématique simple permettant de résoudre un problème. Nous sommes donc face à un problème que j'ai brossé tout à l'heure, qui a trait au fait que le défaut de compréhension de la langue de travail, de la langue d'apprentissage, déteint nécessairement sur les nouvelles compétences, sur les autres compétences que les enfants sont appelés à acquérir. Ici, on parle des mathématiques. Si l'enfant ne comprend pas la formulation d'un énoncé, il est bien incapable de résoudre un problème donné. Pourtant, sans doute qu'il a les capacités, les compétences pour le faire, mais l'énoncé lui est donné dans une langue que l'enfant ne comprend pas. Et ceci est particulièrement problématique. L'autre problème auquel nous sommes confrontés avec ce système éducatif, c'est que nous créons une grande frustration pour une large frange de la population qui certes ne comprend pas la langue française ou ne s'exprime pas dans la langue française, mais a pu faire des études supérieures très approfondies dans des domaines aussi techniques que les mathématiques, dans des domaines aussi avancés que le droit, la sociologie, les sciences politiques.
Ce sont donc des disciplines que des gens ont pu apprendre sur la base d'autres langues, comme l'arabe par exemple. Dans un pays comme le Sénégal, il y a beaucoup de Sénégalais qui ont appris les disciplines de haut niveau dans une langue autre que le français. On les appelle aujourd'hui des arabisants parce qu'ils ont appris ces disciplines-là en arabe. Mais ils n'en sont pas moins aussi compétents, voire plus que ceux qui sont allés à l'école. Le fait d'ériger le français comme langue non seulement officielle, mais d'apprentissage, comme langue scientifique, comme la langue intellectuelle, est une manière, qu'on le veuille ou non, d'écarter de tous ces champs-là des personnes, des individus qui se sont donné un mal fou pour acquérir des compétences avérées. Et donc, le fait d'arrimer le système éducatif dans les pays francophones sur le français et rien que sur le français, crée non seulement des dissensions et des dissonances entre la réalité du pays et le contenu des programmes, mais aussi crée de la frustration vis-à-vis d'une population, de toute une frange de la population, qui n'en est pas moins intellectuelle, parce qu'elle a appris, comme tout le monde, des disciplines qui ont pour nom les sciences politiques, la géographie, la sociologie, et j'en passe. Mais le problème le plus important, et que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est le fait que les enfants qui rentrent à l'école n'acquièrent pas suffisamment les connaissances de base parce qu'on ne leur explique pas ces compétences, ces connaissances dans une langue qu'ils comprennent. Qu'on se comprenne bien, il ne s'agit pas pour moi de jeter la langue française, de rejeter la langue française, car je m'exprime en français. Vous me comprenez? On se comprend parce que je m'exprime en français. Je pense que si je parlais en Wolof ou dans une autre langue, vous ne comprendriez pas ce que j'ai dit. Donc, il ne s'agit pas pour moi de rejeter le français, car c'est une langue internationale. C'est un outil de communication qu'il est nécessaire, voire en tout cas très intéressant d'avoir. Il vaut mieux s'exprimer dans plusieurs langues que dans une seule. C'est ça, en fait, ce que je veux dire. C'est que les langues nationales, non seulement sont importantes et fondamentales dans l'acquisition des savoirs fondamentaux dès les premières années de l'école, mais elles permettent aux apprenants d'avoir non seulement des compétences dans leur langue maternelle, mais de pouvoir s'ouvrir aux autres langues, et dans le cas des pays francophones, de s'ouvrir au français, et pourquoi pas à l'anglais. Donc il va falloir, me semble-t-il, il nous faut bâtir, me semble-t-il, un système éducatif de combat, dans le bon sens du terme, pour relever les défis socio-économiques et politiques dans nos pays. Il convient d'allier le savoir et le savoir-faire. Il s'agit, à mon sens, de passer d'un système éducatif de conquête coloniale à un système éducatif de combat pour l'émancipation économique, sociale, politique et culturelle de nos pays. Comme l'affirme un grand sage, si vous planifiez pour 1 an planter une graine, pour 10 ans planter un arbre, pour 100 ans éduquer le peuple. Et éduquer le peuple, c'est d'abord commencer par valoriser l'environnement dans lequel les enfants de ce peuple naissent et grandissent. Je vous remercie.